L'islam, deuxième religion de France, forte de 5 à 6 millions de pratiquants, est plus que jamais au centre des débats. C'est à Lyon qu'a été érigée la seconde mosquée de France en 1994, après une décennie de batailles juridiques et politiques. Et aujourd'hui encore, plusieurs projets de salles de prière sont en cours dans la région Rhône-Alpes, où la communauté musulmane est majoritairement issue d'Afrique du Nord. Pourquoi construit-on des mosquées? Et qui pour gérer ces lieux de culte? Nous avons été rencontrer quelques-uns de ces acteurs, à Lyon, à Villeurbanne et à Vaux-en-Velin. Bon, là, on est dans le chantier de la future mosquée de Vaux-en-Velin, qui a été initié au début. C'est un projet qui a été initié par la mairie de Vaux-en-Velin et par notre groupe qui est le collectif pour la construction de la mosquée. Et donc là, les travaux ont commencé depuis février 2012. Fawzi Hamdi est le président de l'association musulmane de Vaux-en-Velin. Depuis une dizaine d'années, c'est lui qui porte le projet de la grande mosquée de la ville. Bon, là, c'est un projet de 3000 m². Il est composé d'une grande salle de prière de 800 m² pour les hommes et d'une mezzanine, comme on le voit là, de 300 m² pour les femmes. Centre de formation, bibliothèque, salle de conférence. Plusieurs annexes sont prévues. Donc là, on enseigne la langue arabe et puis la culture islamique, tout ce qui est éthique et morale de l'islam. Voilà. De ce côté-là, donc, ce sera... Et à la place de la grue, un minaret de 25 mètres de hauteur. Et donc voilà, donc le minaret, la mairie nous a aussi demandé de faire de ça une vraie mosquée, un vrai symbole. Donc il faut que cette mosquée soit vraiment visible. Il ne faut plus qu'on voit des mosquées de cave ou de garage. Donc elle veut vraiment avoir dans sa ville une vraie mosquée digne de ce nom. Donc ça c'est un vieux projet. Donc c'est un vieux projet qui a été porté par nos anciens depuis 1983. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un vieux projet. Et ce projet a été gelé plusieurs fois pour différentes raisons. Ce projet, il est estimé à 4 millions d'euros. Seul un quart de la somme a été réuni, essentiellement par des quêtes ou des donations de la communauté. Il ne faut pas aussi oublier que la ville de Vaux-en-Velin est une ville parmi les plus pauvres de France. Et la communauté ne peut pas justement financer jusqu'au bout la construction. Hein. Donc il ne faut pas quand même qu'on crie victoire tout de suite pour arriver à terme à réaliser ce projet. Seule solution pour finir le chantier, trouver des fonds étrangers. Mais en France, quelques 200 projets de mosquées sont en cours. Alors la concurrence est rude. La difficulté, c'est que tous les projets sont sortis en même temps. Et donc, financer qui, quel est le projet le plus prioritaire par rapport à l'autre, etc. Et donc là, c'est aussi une autre question qui s'est posée à tout le monde. Parce que même les autres projets souffrent aussi du même problème. C'est le problème du financement. Donc là, on est vraiment très coincé et on risque d'arrêter d'un moment à l'autre les travaux. La loi de 1905 sur la laïcité interdit au pouvoir public de financer des lieux de culte. Seules les églises catholiques, les synagogues et les temples protestants construits avant la loi sont entretenus par l'État. Coïncidence à Vaud en ce froid dimanche de décembre, les catholiques, eux, inaugurent leur nouvelle église. Une des rares construites en France depuis les années 60. Là aussi, le projet a coûté 4 millions d'euros, vite réuni car supporté entièrement par le diocèse de Lyon, et sorti de terre en seulement 2 ans. Toutes les communautés religieuses sont représentées, et comme souvent, les retrouvailles sont chaleureuses. Comme si on est au bled là. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur le Président du Grand Lyon, de la communauté urbaine de Lyon, sénateur maire de Lyon,
Gérard Collot. C'est pour moi une grande joie d'être aujourd'hui à Vaux-en-Velin pour inaugurer cette église Saint-Thomas. D'abord, parce que c'est Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, une commune de 40 000 âmes, synonyme de violence urbaine depuis les années 70. Mais peu à peu, elle cherche à se débarrasser de cette réputation. Je vais donner maintenant la parole à mon évêque, Philippe cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, primat des Gaules. Je voudrais dire merci aussi à vous tous qui avez répondu si nombreux à notre invitation. Ça nous touche toujours beaucoup. Beaucoup d'entre vous étaient déjà là à poser la première pierre. Nos pères dans la foi, qui sont nos frères aînés, donc c'est par eux que je commence, c'est la communauté juive. Eh bien, je demande pardon parce que je n'ai encore jamais visité votre synagogue. Aux musulmans, je ne demande pas pardon parce que c'est pas encore construit. Donc, j'espère y aller et être à ce rendez-vous. Un lieu de prière tel que celui-ci manque aujourd'hui cruellement pour les musulmans, mais au-delà pour toute la ville. Un lieu identifié, quand je dis identifié, c'est pas pour des questions de sécurité, mais identifié parce que un lieu, je dirais, décent, pour que les musulmans, comme les catholiques ici, comme les protestants dans le temple protestant, comme les juifs, les israélites dans la synagogue, que les musulmans puissent avoir un lieu de prière décent et puissent pratiquer leur culte, vivre leur foi normalement, comme les autres. Il faut qu'on se... Et pour mener à bien son projet de mosquée, Fawzi Hamdi n'hésite pas à faire appel à tous les soutiens possibles, dont celui de Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Moi, je suis très direct. À Lyon, au 146 boulevard Pinel, la Grande Mosquée a bientôt 20 ans. Après la Grande Mosquée de Paris en 1926, c'est la deuxième construite en France. Chaque vendredi, l'édifice accueille plus de 2000 personnes pour la prière. C'est à l'imam que revient le choix du prêche du vendredi. Cette semaine, c'est la zakat, l'aumône obligatoire des musulmans. Avec la prière, c'est aussi un des 5 piliers de l'islam. Et comme toujours, l'imam discute du message à transmettre aux fidèles avec le recteur de la mosquée, Kamel Kaptan. Alors, ça se prépare? Plein de questions sur la zakat maintenant. Le montant, comment il faut sortir la zakat, la façon de calculer la zakat. Les biens soumis à la zakat, c'est pour cela aujourd'hui je dois parler de... C'est sur quoi vous allez intervenir donc? Tout à fait, oui, c'est les biens soumis à la zakat. Oui. Et c'est ça aussi l'objectif de la zakat. Oui, la zakat, oui. De secourir les pauvres. Mais rappelez aussi qu'on est en pleine période d'hiver et qu'il y a besoin, à mon sens aujourd'hui, d'accès aussi, d'aider les gens qui souffrent. C'est vrai qu'on n'a pas les structures nécessaires pour accueillir ces gens-là, mais je pense qu'on peut déjà les orienter, les aider, et même les aider avec les moyens dont on dispose. Mais au-delà du prêche, l'imam, c'est aussi un référent pour toute la communauté musulmane. Oui, je pense que, je dirais que c'est un juge de paix. C'est un juge de paix qui intervient dans des situations, des fois, difficiles entre les individus, à l'intérieur des familles. Il pratique aussi les mariages, il pratique aussi les rencontres, les visites aux malades. Il est aussi, il dirige la prière lorsqu'il y a des personnes qui sont décédées. Donc c'est véritablement un lien social avec la communauté musulmane. Au même moment, les bénévoles s'activent pour préparer le prêche et recevoir les fidèles dans les meilleures conditions. Les hommes occupent le rez-de-chaussée, jusqu'au patio. Les femmes sont à l'étage en mezzanine.
Les vendredis de fêtes religieuses comme l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd el-Adha, la mosquée ne peut pas accueillir tous les fidèles. D'une obligation, d'un devoir, d'un pays de l'islam qu'on appelle l'aumône légale, la zakat. Et on a dit, si vous vous souvenez bien, on a dit que la zakat est un don obligatoire. Le projet de la Grande Mosquée débute en 1979. À l'époque, ériger un lieu de culte décent pour les musulmans de la région fait l'unanimité dans la classe politique. Et dans cette ville très catholique, les rapports anciens et solides entre chrétiens et musulmans ont facilité la tâche. Nous avons été interpellés par un certain nombre de musulmans qui nous posaient la question de savoir est-ce que la communauté musulmane ne pouvait pas disposer d'un lieu de culte. Et la municipalité qui avait déjà ce projet en tête, puisque le cardinal Renard, qui était le primat des Gaules, était déjà intervenu auprès des pouvoirs publics, auprès de la municipalité notamment, pour lui dire écoutez, je suis très sollicité par les musulmans qui s'adressent à l'église pour avoir des prêts de salles, pour avoir des endroits où prier. Je suis très sensible à ces demandes, mais je ne sais si je pourrais y répondre très longtemps. Face à cette demande, le conseil municipal de Lyon vote l'octroi d'un bail amphithéotique de 99 ans pour un terrain dans le 8e arrondissement. Et dans la foulée, le permis de construire. Mais autour, les riverains aussi s'organisent. Plusieurs associations dénoncent la construction de cette grande mosquée. Peur d'une chute des prix de l'immobilier, crainte de voir le quartier envahi par des foules en djellaba. Les mots sont durs, les attaques violentes. Finalement, le permis de construire est attaqué devant les tribunaux et annulé. Le projet s'enlise. 10 ans ont passé lorsque Michel Noir prend la tête de la mairie en 1989. Michel Noir arrive et il est interrogé dans une émission sur France 2, à l'époque sur la 2, qui s'appelait L'heure de vérité. Donc je prends mon téléphone et j'appelle l'émission. Et je pose la question en disant « Monsieur Michel Noir, êtes-vous pour ou contre la construction d'une mosquée à Lyon ?» Et voici la première de ces questions. Êtes-vous pour ou contre la construction d'une mosquée à Lyon? La décision sur la construction d'une mosquée à Lyon a été prise il y a 5 ans. Et je pense que d'ici fin juillet, je signerai le permis de construire, le lieu étant désormais choisi. 20 ans après, l'ancien maire de Lyon se souvient d'un combat qui a marqué sa vie politique et personnelle. Je confirme que dans les derniers jours d'août, je signerai le permis de construire. Donc c'est une occasion qui m'est donnée de le dire publiquement, dans le même temps où plus tard, à la fin de l'émission, on me dit quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez, et on me dit êtes-vous chrétien? Je dis oui, je suis chrétien, et d'où un engagement de ma part disant il y aura une mosquée à Lyon dès l'instant où elle pourra être financée, bien évidemment. Et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées et pour le financement, puisque le lieu était crédible, il y avait une station de métro, bon, il y avait juste des riverains côté Brondillant, enfin, la commune de Bron en face, qui n'étaient pas très heureux, supputant je ne sais quel trouble à l'ordre public possible, dès l'instant où une religion qui connaissait mal peut-être s'installerait là. Il y a eu aussi la montée du Front National qui arrivait sur la scène politique, qui était très actif sur ces questions, où là où ça bougeait était présent, et le projet de mosquée était un projet qui pouvait, disons, agglutiner un certain nombre
d'opposants qui pouvaient permettre effectivement de réunir et de faire autour de ce projet l'union de tous les anti-musulmans et les anti-mosquées de l'époque. Retour en France cet après-midi à Lyon, manifestation de plusieurs milliers de personnes à l'appel du Front National de Jean-Marie Le Pen contre la construction d'une mosquée lyonnaise et le port du voile. 3000 manifestants ont donc clamé leur double négation, non au port du voile pour les femmes musulmanes, non à la construction d'un lieu de culte quand la religion est islamique. Le cortège, après quelques échauffourées et 4 interpellations, s'est arrêté pour écouter Jean-Marie Le Pen. J'entends pas, sauf bien sûr quand les gens du Front National viennent défiler sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville quand on délibère, mais je n'entends pas de colère de fond et voulant opposer une religion à d'autres, des valeurs à d'autres. On savait que sur ces sujets de société et de respect de l'autre, j'étais intransigeant, puisque j'étais un peu à l'époque identifié comme étant un des adversaires désignés du Front National. On savait que sur ce terrain-là, il n'y aurait aucune chance que je cède. Ce que je voulais, c'est que ceux qui sont de religion musulmane puissent avoir un lieu digne de ce nom. Parce que j'avais vu des lieux de culte sur les pentes de la Croix-Rousse qui étaient des caves, quoi. Et là, il y a une partie de moi-même qui ne pouvait pas l'accepter. Moi, il se trouve que le fait d'être fils de déporté a une valeur extrême. On avait aussi des problèmes de financement. Nous avons ramassé de l'argent, mais ce n'était pas suffisant. Certains pays musulmans nous avaient promis, mais on ne voyait rien venir. J'ai appelé l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, voilà notre projet. Le 22 mai, je crois, nous allons déposer la première pierre. Et nous allons commencer les travaux. Et on les laissera comme ça et on dira voilà ce que les musulmans sont capables de faire. C'est vrai qu'une demi-heure après, je reçois un coup de fil en me disant allez-y, on est derrière vous. Sur les 30 millions de francs nécessaires au projet, soit 5 millions d'euros, les 2 tiers sont versés par le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Et finalement, après 2 ans de travaux, l'inauguration a lieu fin septembre 1994, en présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Charles Pasqua. C'est la 2e mosquée construite en France et quand Charles Pasqua entre dans l'histoire, il y entre en chaussettes. Musulman ou pas, le seul moyen de pénétrer dans la salle de prière d'une mosquée. L'islam est aujourd'hui une réalité française parce que c'est pour une grande part une religion de Français. Aussi, ne saurait-il plus seulement y avoir un islam en France, il doit y avoir un islam de France. Aujourd'hui, le minaret se dresse toujours face à la basilique de Fourvière. Et la mosquée cathédrale fait désormais partie du paysage et du patrimoine lyonnais. Les relations qu'on a avec nos voisins, les gens qui... et je pense que c'est un élément important, qui passent par la mosquée pour aller rejoindre le métro, à côté, pour leur éviter de faire... Ça aussi, c'est un signe que les gens, en passant par la mosquée, ils n'ont plus cette crainte ou cette vision qu'ils avaient de l'islam, etc., et des musulmans. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, beaucoup de voisins, donc transitent par la mosquée. Retour à Vaux-en-Velin, où faute de financement, le chantier est en sursis. En attendant leur mosquée, ici, entre les tours du quartier du Pré de l'Herpe, chaque vendredi on s'organise pour prier. Depuis le début des années 70, des locaux associatifs se transforment en salles de prière, en sous-sol, du provisoire qui dure. Quand vous avez des lieux de culte bien identifiés, inscrits dans un urbanisme précis, vous avez des relations plus apaisées avec le milieu dans lequel vous êtes, puisque par définition, il n'y a pas cette hypothèse ou ce fantasme de mosquée cachée ou de lieu de culte qui serait dissimulé à la vue de n'importe quel kidam. Il n'y a pas de croissance globale du nombre de musulmans, certes. En revanche,
il y a depuis un peu plus d'une dizaine d'années une résurgence du sentiment religieux. C'est pour ça que cette résurgence du sentiment religieux, elle se traduit par une intensification de la pratique. Pas une croissance globale du nombre de musulmans, mais une intensification de la pratique, le fait qu'il y a plus de gens qui veulent manger halal, il y a plus de gens qui font le ramadan, il y a plus de gens qui se comportent en musulmans, qui entendent, surtout chez les jeunes, qui entendent se comporter en musulmans. Et une partie de l'attitude qui consiste à se comporter en musulman, c'est d'aller à la mosquée. Donc oui, il y a, à mon sens, un effort de rattrapage à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de temples protestants proportionnellement au nombre de protestants que ce qu'il y a de mosquées proportionnellement au nombre de musulmans. On compte 2200 lieux de culte aujourd'hui en France pour 5 à 6 millions de musulmans. Alors construire des mosquées peut-il mettre un terme à cet islam des caves qui alimente peur et fantasmes? Dans ces quartiers de banlieue qui souvent cumulent tous les maux, chômage, violence, trafic, les extrémistes musulmans ont su parler à une jeune génération en quête de repères. Face à cette menace de radicalisation, ces mosquées cathédrales se dressent en rempart. Comment lutter contre l'extrémisme? C'est le thème du forum islamo-chrétien qui se tient cette année sur les hauteurs de Lyon. Chose rare, tous les représentants des courants de l'islam de France sont présents et assis à la même table, face aux délégués de l'Église catholique. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place là où vous voulez, en se mélangeant, en s'entremêlant, en s'entreconnaissant déjà. Donc il n'y a pas un côté où il y aurait la délégation chrétienne et l'autre la délégation musulmane, mais voilà, on se met tous ensemble. Figure de l'islam lyonnais, Asdine Gassi a organisé une partie de cette rencontre. Enseignant-chercheur en physique-chimie, il est aussi recteur de la mosquée de Villeurbanne. Les simplifications, les manipulations et les raccourcis intellectuels et médiatiques sur l'islam se sont généralisés. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à adopter les lectures les plus fermées, les lectures les plus littéralistes, les lectures les plus extrêmes des textes fondateurs de l'islam? Et pour répondre à toutes ces questions, nous sommes tous concernés. Je suis concerné parce que je suis responsable musulman, mais le politique est concerné aussi parce qu'il s'agit de Français, parfois de Français de souche, c'est-à-dire de Français qui sont nés en France, qui ont été à l'école française. Il ne s'agit pas d'étrangers qui se sont installés en France. Ça, c'était peut-être il y a quelques années en arrière, mais là, de tout ce que je suis en train de parler, je parle de jeunes musulmans de France, qui sont nés en France, et pour beaucoup qui ne connaissent pas du tout ce qu'est leur pays d'origine. Je pense aussi que les politiques ne sont pas conscients aussi du changement qui est en train de s'opérer chez les musulmans. Un grand nombre de mosquées qui sont en train de se construire. Pour gérer ces mosquées, nous avons besoin de cadres religieux, nous avons besoin d'imams, nous avons besoin de formateurs, nous avons besoin d'intellectuels pour guider, orienter, encadrer nos jeunes. Nous n'avons pas encore ce potentiel humain. Aujourd'hui, on est en train de construire des mosquées, et des mosquées cathédrales, de grande surface, etc. Mais dans quelques années, la question va se poser, qui va gérer ces mosquées ? Former des imams et des cadres religieux en France. Une réponse au risque de dérive d'une génération en quête de valeurs et de normes. Mais seuls 3 établissements proposent cette formation et un 4e devrait voir le jour prochainement à la Grande Mosquée de Lyon. Trop peu par rapport aux besoins. Alors à la mosquée Hautemann de Villeurbanne, on accompagne les jeunes musulmans dans leur foi. Ici, des salariés, des étudiants viennent, quelques heures par semaine, suivre des cours d'éthique islamique. Comprendre la divergence pour appliquer les règles et les avis qui s'adaptent à notre contexte, parce qu'on a un contexte particulier, hein. On ne vit pas en Arabie Saoudite. Les cours en fait m'apportent beaucoup de réponses à mes questions, qui peuvent être toutes simples pour certaines choses, comme pour les ablutions, pour faire la prière, se diriger en direction de la Mecque. À la base, je suis chrétien.
Je suis né dans une famille chrétienne peu pratiquante. Donc je me suis reconverti, donc j'ai pris des cours à la Grande Mosquée de Lyon. Parce que c'est vrai que maintenant, ce qui est bien, c'est que quand on se reconvertit, on a des bases. Bon, après, voilà, ces bases, j'ai voulu les enrichir. Et en venant à la mosquée ottomane, où ils sont chaleureux, où justement, ils prennent dans un cocon les nouveaux convertis. Donc justement, ces cours, ça permet de mieux apprendre sa religion, de mieux la vivre. Donc l'idéal, c'est d'avoir une compréhension correcte, la compréhension du juste milieu. Celle qui consiste à dire qu'on est complètement capable de pratiquer notre religion en se basant sur les textes, en se basant sur les principes de l'islam, de pratiquer la religion dans un contexte européen, dans un contexte français, sans tomber ni dans l'extrémisme, ni dans le rigorisme, mais sans délaisser la religion et sans tomber dans le laxisme. Il y avait un besoin de formation chez les jeunes, parce que c'est une mosquée qui est très fréquentée par des étudiants, par des enseignants, par des jeunes, parce que le prêche fait en français, c'est l'une des rares mosquées qui fait le prêche du vendredi en français. En plus, on est juste à côté du campus universitaire, donc il y a une très forte demande de formation. Nous sommes dans la région Rhône-Alpes, la deuxième région de France en termes de présence musulmane. Il y a un très grand nombre de mosquées, on estime à peu près à 180 le nombre de mosquées dans la région. Il y a une très forte demande d'imams francophones aujourd'hui. Des imams qui auront la capacité d'aller chercher les réponses aux questions que se posent les musulmans et qui, dans leurs réponses, doivent tenir compte à la fois de l'authenticité des textes et la réalité sociale, économique et politique dans laquelle vivent les musulmans de France. Un imam qui ait cette double compétence, la compétence des textes et la compétence du contexte. Trouver des réponses à leurs questions dans une société qui assimile leurs pratiques à celles des extrémistes. Une stigmatisation qu'ils imputent à la classe politique. Quand on nous explique qu'il y a des musulmans qui cherchent à occuper les rues, ce qu'on trouve dans le discours de Marine Le Pen, et maintenant qu'on trouve aussi dans le discours de la droite forte, à l'UMP, et discours qui a motivé la charte de la droite forte qui a obtenu, je vous le rappelle, le plus fort nombre de voix à l'UMP. Son titre 3 est entièrement focalisé sur l'islam en général et sur les mosquées en particulier. C'est-à-dire que ce que demande ce titre 3 de la droite forte, de la charte de la droite forte, c'est que les procédures pour pouvoir construire les mosquées, en particulier les mosquées, pas les autres bâtiments religieux, donc c'est spécifique, soient plus complexes, plus contraignantes. Et que l'on interdise, comme en Suisse, les minarets. Mais c'est valable aussi au Parti socialiste. C'est ça, au Parti socialiste, tout le monde n'est pas dans la même... Aujourd'hui, il y a une scission qui se voit moins parce que, effectivement, François Hollande est au pouvoir, mais en réalité, il y a une scission, il y a des gens qui tiennent l'islam en haute suspicion, et qui sont dans cette histoire d'islamisation, et qui sont dans ce populisme, et d'autres qui y sont moins. Aujourd'hui, la frontière politique, le débat politique est quasiment en train de se focaliser là-dessus. Et tant qu'on en sera là, on ne pourra pas sortir de cette espèce de situation dans laquelle chaque mosquée que l'on construit, chaque mosquée dont l'on négocie la construction devient un problème. J'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Affaibli par ses discours et gangréné par ses courants, l'islam de France, formule invoquée depuis plus de 20 ans, est en panne. Financement et construction de mosquées, formation de cadres religieux, organisation de la communauté. Les attentes auxquelles doivent répondre les musulmans sont immenses. Et aujourd'hui, il y a urgence. Dans vos prisons et dans vos registres. Ici la vraie justice est assez rare. Demande-toi pourquoi les étrangers sont en surpopulation carcérale. Tous à la même adresse, rue de la Banque, femmes et enfants SDF. Tu sais, rue des Latentes, une tente sur le trottoir. C'est triste et désarmant puisque le logement est un droit. On a le droit de vivre décemment. Tous à la même adresse, Clichy-Montfermeil. Le ghetto pleure ses disciples et ne retrouve plus le